donc apparemment vous êtes les responsables de l'organisation pour aujourd'hui. Donc ce que j'aurais voulu savoir, c'est déjà comment vous avez ressenti déjà, si ça a bien marché, ça a bien fonctionné, le vide-grenier. Et puis en deuxième temps, nous expliquer quelle est la raison d'être de cette journée. Alors des raisons, il y en a tout plein. La première, c'est de passer un bon moment entre potes, entre suspendus, parce que c'est pas facile. Et quand on se retrouve, on respire un peu, ça fait du bien. On a créé un petit collectif avec des amis pour pouvoir justement créer des actions, pour récolter des fonds pour les suspendus, pour leur permettre de pouvoir manger, payer leurs factures. Et on ne peut pas toujours faire des appels aux dons, donc on trouve que c'est sympa, on se réunit. Et... Il y a eu du mal de partir, mais là... Ah, ce coup-ci, une fois que c'est lancé, il n'y a plus de soucis. Hein. Voilà. Là, on les pré-cuit un petit peu. On voit des pas de merguez, qu'aussi on voit des merguez. Voilà. Donc là, ça sent bon. Hein. Ah ouais, alors là... Faut venir, faut venir. Ou si vous regardez la vidéo trop tard, il fallait venir. Ça sera pour la prochaine fois. Hein. Ah mais nous on a les odeurs, ils les ont pas. Ah le Frédéric. Ah là là. Aïe. Il serait pas là, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? On se le demande. Hein. Ouais. Le roi de la merguez. Aujourd'hui nous sommes dans un vide-grenier pour soutenir les infirmières et les soignants suspendus du CHU de Mingeot. Alors ça a un lien avec ce qui se passe à l'hôpital public. À l'hôpital public, en fait, nous avons découvert au mois de mai que 30 lits de SSR sur les Tilleroy avaient été supprimés. Et il faut compter avec ça les 28 lits qui ont été supprimés en septembre 2021. Hein. Donc déjà, ça nous fait 30 et 28, donc 58 lits de SSR supprimés. Les SSR, c'est les soins et suites et réadaptation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui concerne la réadaptation après des maladies graves, mais aussi par exemple après le Covid. Les gens qui avaient été en réanimation Covid ont dû passer ensuite par des lits SSR. Le problème, c'est que comme il n'y en a plus dans la région, on les envoie à droite, à gauche. Il y a même une personne qui est partie à Pau pour pouvoir être soignée, alors que sa famille était ici. Hein? Donc voilà, ça c'est pour les soins et suites et réadaptation. Sous la présidence de Macron, il y a 17 900 lits qui ont été supprimés dans toute la France, dont 3 700 pendant la période Covid. C'est-à-dire qu'on a continué à supprimer des lits pendant le confinement et pendant que les soignants se décarcassaient pour essayer de soigner tous les patients. Voilà. Donc ensuite, on a beaucoup de difficultés à trouver des lits de SSR. Donc il y a des personnes aussi qui retournent à domicile et qui ne sont pas soignées comme ils le devraient. D'autre part, au CHU, on dénombre 310 personnes qui sont parties de l'hôpital, soit démissionnées, soit disponibilité, à cause de la situation de maltraitance et de surcharge de travail de ces soignants et du manque de matériel. Enfin, des lits ont été suspendus un peu partout dans la région. Alors il y en a 40 à Pontarlier, 30 à Mout. Il y en a aussi à la clinique, l'EHPAD du Larmont, en fait 40 lits à l'EHPAD du Larmont. Donc à bas bruit, petit à petit, l'hôpital et les services publics de santé sont en train de disparaître sans que les gens le sachent. Or, nous sommes ici aujourd'hui à un vide-grenier des infirmiers qui ont été suspendus sans salaire, sans la possibilité de travailler dans un autre lieu, et qui, depuis le 15 septembre 2021, demande à pouvoir être réintégrée malgré le fait qu'elle n'ait pas accepté la vaccination. Au lieu de reprendre ces infirmières qui sont toutes prêtes à reprendre leur travail, le gouvernement continue à les maintenir dans la peur, dans la crainte, dans le souci, puis finalement, au bout du compte, elles risquent de quitter la santé comme beaucoup d'infirmières, nouvelles infirmières, au bout d'1 an ou 2 ans, quittent l'hôpital
par surcharge de travail, par difficulté de travailler en équipe aussi. Il faut signaler que en fait maintenant les infirmiers sont envoyés d'un service à l'autre. S'il manque quelqu'un en cardiologie et que vous êtes spécialisé en oncologie, on vous envoie en cardiologie sans que vous ayez repris la formation nécessaire pour pouvoir assurer le service. Donc vous voyez un peu le risque de burn-out de ces infirmiers qui ont quand même une éthique professionnelle et qui essaient de faire leur travail le mieux possible. Pour les médecins qui n'ont pas pu être engagés en SSR, je disais tout à l'heure qu'effectivement, normalement, c'est à l'ARS et à l'HAS de planifier dans le temps la nécessité du nombre de médecins par rapport aux patients, statistiquement, qui risquent d'être accueillis. Ils ne l'ont pas fait. Pendant le Covid, pendant la crise Covid, la première crise Covid, des infirmières et des médecins se sont battus pour pouvoir trouver des moyens de se préserver avec, vous avez vu quelquefois des sacs poubelles ou autres, et ils ont assuré le service auprès des patients, les soins auprès des patients. L'ARS était complètement débordée. Les collègues me disaient que heureusement, il y avait une grande solidarité entre infirmiers, aides-soignants, professeurs et médecins pour pouvoir assurer le soin des patients. Donc c'est quand même un peu dramatique de voir que tout cela est en train de dégringoler et qu'en même temps, il y a 2 cliniques privées à Besançon, mais aussi une clinique privée à Pontarlier et une clinique privée à Dole, qui ont été rachetées par un groupe associé à un fonds d'investissement américain, avec un management type anglo-saxon, qui fait que du coup, effectivement, les médecins qui ne sont pas accueillis de manière professionnelle à l'hôpital risquent fort de quitter l'hôpital pour aller dans ces cliniques privées. Et dans ces cliniques privées, il va y avoir une médecine à 2 vitesses avec ceux qui auront les moyens de se faire soigner et nous tous qui risquons fort de passer à l'as et d'être à la fois soignés par des gens intérimaires qui ne pourront pas assurer un soin correct, mais qui aussi ne seront pas soignés dans les meilleures conditions par rapport à notre modèle de santé. J'étais infirmière au CHU de Besançon. J'étais en service de soins intensifs de chirurgie. Et lors du Covid, en fait, on est devenu réa-Covid. On a été un peu dans ce stress absolu de aujourd'hui, la vague va arriver, la vague arrive aujourd'hui. Donc on était tous en état d'alerte, en sureffectif, tout le monde vérifiait le matériel. C'était vraiment un état d'alerte en fait. On était vraiment, on entendait les médias, la hiérarchie était vraiment alarmante, quoi. On se disait ça va arriver en vague, ça va être l'horreur, le tsunami. Et du coup, effectivement, ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu plusieurs jours où on était dans l'attente et dans le sureffectif et dans l'imaginaire de cette catastrophe. En fait, c'était même pire en fait d'imaginer cette catastrophe. Moi, je l'ai vraiment mal vécu. J'ai rien dormi. Je tournais en boucle. La vague arrive, la vague arrive. C'était vraiment traumatisant. Et puis après, je suis partie en repos et je suis revenue. En effet, le service était plein. Bon, après, c'était arrivé progressivement. Donc j'ai fait de la réa-Covid toute la première vague et puis après donc comme je disais, on était en sureffectif, on était hyper solidaires, on était dans une bonne ambiance de solidarité, d'écoute de la hiérarchie. En fait, j'ai l'impression qu'on a goûté aux conditions rêvées pour une fois. En fait, en termes d'effectifs et de matériel, les cadres venaient nous voir. De quoi avez-vous besoin? Il n'y a plus d'enveloppe restreinte. Commandez le matériel. De quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'on remet un anesthésiste dans le service? Enfin, vraiment, on était entourés, compris, soutenus. C'était incroyable. Et moi, j'étais même contente d'aller travailler, en fait, de retrouver des conditions confortables dans ce catastrophisme, d'être dans des conditions favorables en fait. C'était de retrouver le bonheur d'être infirmière et du coup d'avoir pris goût à ça et après la première vague d'avoir rebasculé dans l'inverse et au contraire ils en ont profité pour fermer un service de soins intensifs en fait
entre la première et la deuxième vague, alors que vraiment tout le monde disait il y aura une deuxième vague. Et ben non, ils ont fermé un service où il y avait 10 lits soins intensifs équipés de respirateurs. Donc là j'ai commencé à me dire il y a une incohérence, là il y a un problème en fait, ça ne peut pas. Après tout ce qu'on a vécu, ils ne peuvent pas fermer du Soinzy. On a eu cette fameuse prime, pour moi je l'ai prise un peu en mode tais-toi, on ferme des services, t'es primé, tu te tais. Je ne l'ai pas du tout accueilli bien cette prime en fait. Puisque les actions en intra étaient un peu contradictoires. Après, il y a eu la deuxième vague où on a soulagé la réanimation, on a pris des patients beaucoup plus lourds sans être formés et là c'était vraiment dur parce qu'on n'avait plus l'effectif, les patients étaient lourds et on n'était pas assez formés au matériel de réa. Et quand on se plaignait de la charge de travail et qu'on était en effectif insuffisant, qu'on était en insécurité, enfin le patient surtout, mais nous aussi face à un matériel inconnu, on nous disait bah si vous avez monté en compétences, faut vous faire confiance, organisez-vous autrement, voilà. Un blabla que moi je n'ai pas du tout bien accueilli et ça a creusé encore le gouffre entre l'infirmière idéale et ce qui se passait dans la réalité. Là ça s'est creusé. Ça a continué comme ça jusqu'à cette obligation vaccinale où moi j'étais en état de sidération, je n'y croyais pas, j'ai même pas regardé la télé, mais on me l'a dit, bah voilà, ça y est, c'est obligatoire. Et là je suis restée dans un mutisme pendant toute la soirée et j'ai rien dormi et je me suis dit, bah voilà, j'ai une expiration, en fait je vais pouvoir être infirmière encore 2 mois alors que c'est ma passion, alors que ça fait 10 ans que je m'investis, que j'ai essayé beaucoup de projets d'intégrer. Enfin, j'ai vraiment eu cet esprit institution. J'étais vraiment intégrée, contente de bosser en équipe, d'avoir un employeur. J'étais vraiment hôpital public. Et là, tout s'écroulait. Donc c'était juste un couteau dans le dos avec tout ce qu'on avait donné et investi. Et puis donc sur une base de burn-out où je dormais déjà plus, je supportais déjà plus le rythme, où physiquement, moralement ça n'allait plus. J'ai essayé de changer de service, ça n'a pas abouti. On est dans une immobilité, quand on veut changer de service on ne peut pas. C'est très rare. Donc l'obligation par-dessus pour moi c'était la goutte d'eau du vase déjà beaucoup trop plein. Et toujours de maintenir cet état de peur, il va y avoir une autre vague, d'être toujours dans cette peur et encore moins d'effectifs, beaucoup de démissions, des vagues de départ. Enfin, c'était n'importe quoi, j'ai eu l'impression que le navire coulait. Enfin, il coule d'ailleurs, c'est pas, j'ai l'impression, c'est le navire coule. Et moi, je me suis quasi noyée et du coup, dans cette obligation vaccinale, moi, ça m'a rendu dingue. C'était en incohérence avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai entendu. J'ai commencé à avoir des effets secondaires chez certains patients. Il y a des choses qui suscitaient quelque chose d'anormal. Enfin, bref, c'était pas en accord, surtout avec ceux qui ne reconnaissaient pas l'immunité naturelle, qui ne contrôlaient pas les coagulations des patients avant de les vacciner. Enfin, pas de principe de précaution. Enfin, là, en plus du gouffre qu'il y avait entre le métier, la sécurité, ce qui se passait, les services qui fermaient, et cette obligation sans principe de précaution, et puis tout le monde y passe et on s'en fiche s'il y en a qui ont déjà des antécédents de phlébite, etc. Enfin, ça passe pas. Moi, je ne veux pas cautionner qu'il n'y ait plus de principe de précaution, qu'on entrave la liberté, que là, c'est une atteinte à la liberté de disposer de nos corps. Enfin, pour moi, c'est à l'envers de tout. Enfin, il n'y a que des incohérences. Moi, je me suis perdue dans ces incohérences. Et la cohérence, c'était que je me respecte et que je ne fasse pas cette injection. Mais de toute façon, plus rien me retenait de cet hôpital, en fait. J'ai pesé le pour et le contre et il n'y avait plus de pour. Au contraire, je bouffais ma santé. Donc j'ai été en arrêt parce que les derniers temps, l'été, j'ai failli faire des accidents de voiture, je m'endormais, je voyais flou au travail. Enfin, le corps vraiment a rappelé que j'étais plus du tout en burn-out. Et corporellement, ça n'allait plus non plus. Donc en arrêt maladie. Et j'ai été suspendue malgré mon arrêt maladie en septembre.
Le burn-out a été reconnu pourtant par la médecine du travail, par le médecin traitant, par les psys, enfin bref. Puisque j'avais déjà consulté cette médecine du travail 2 ans avant, enfin voilà. J'ai été quand même suspendue et c'était juste horrible de recevoir ce recommandé, d'être... C'était vraiment un coup de massue, c'était vraiment une mort professionnelle. Et d'être déjà depuis 2 mois en attente de cette épée de Damoclès et que ça arrive, que ça se réalise, parce que j'avais toujours un espoir de non, quand j'irai mieux, je vais reprendre mon boulot en fait. Quand je serai reposée, détachée de tout ça, et en fait de plus pouvoir exercer, d'avoir été formée pendant 3 ans et demi, tant investi, et que mon métier c'est une passion, mais que les conditions ne sont plus favorables, et de savoir que je pourrais peut-être plus le faire, bah là c'était, je suis tombée vraiment bas. Vu qu'on n'avait pas beaucoup de recours, on a pris tous les recours, les peu de recours possibles. On est allé au tribunal administratif, qui pour mon cas personnel a fait reconnaître mon arrêt maladie. Et du coup j'ai pu avoir mes indemnités jusqu'à que, sans possibilité de réintégrer le CHU sans injection. Donc, mais au moins j'avais, vu que j'étais plus en capacité même de bosser autrement ailleurs, j'avais au moins ces indemnités pour pallier temporairement. Et puis j'ai fini par demander une dispo quand j'allais mieux et que j'ai pu me projeter, digérer un peu les choses, mais qui sont encore bien présentes, puisque ça s'installe, en fait tout s'installe, là ça fait 8 mois. C'est juste pas possible que ça s'installe, c'est juste pas possible qu'il y ait encore tant de monde en dehors des hôpitaux, alors que l'hôpital se casse la figure à vitesse grand V et que c'est une... En fait, c'est une torture même d'être à distance et de le voir se casser la figure, cet hôpital, parce que j'ai toujours ce... Non, c'est important, la santé, le public, pas de discrimination. Non, on doit sauver cet hôpital et en fait, il s'écroule, il s'écroule, il s'écroule. Donc c'est dur et personnellement, j'ai trouvé quelques ressources pour rebondir au bout de 6 mois, quoi. Reconversion, quelques missions intérim par-ci par-là pour assurer le financier, d'avoir un toit, mais je continue à lutter évidemment chaque jour contre cette obligation d'injection, et pour la défense du public, pour maintenir la santé, pour défendre les libertés, pour et de stopper cette discrimination, et puis essayer peut-être d'éveiller certaines consciences sur non seulement sur l'injection, mais sur la santé en fait, comment l'immunité elle se renforce, comment est-ce qu'on peut mieux manger, enfin c'est tout de la prévention, et de sortir de cet état d'alerte, de peur qui perdure depuis 2 ans en fait. Ça nous amène à mauvaises décisions, des attitudes où on isole les autres, enfin ça c'est des dégâts, c'est une hypnose de masse, enfin la peur est une hypnose de masse et on doit absolument sortir de cette peur pour pouvoir rationnellement avoir, bon j'ai des données, qu'est-ce qu'il en est le Covid, de sortir de ça, de sortir de cet état de peur, de sortir un peu de ce qu'on nous dit aussi, de réfléchir par soi-même et de défendre, voilà, de réintégrer bien sûr les soignants, et on entend là qu'ils seront peut-être réintégrés, sauf que là ça donne l'impression que c'est l'été, il faut que les gentils soignants prennent des vacances, donc peut-être que temporairement on accepterait la réintégration pour accorder les vacances aux gentils soignants, et qu'une fois après on redégage les méchants soignants, enfin voilà, je sais pas, je suis pas très optimiste et en même temps j'essaie de le rester pour continuer à lutter et à défendre ce qui me paraît vraiment très juste et sauver voilà, le public. Mais c'est un quotidien très bizarre depuis déjà 2 ans et demi en fait, c'est un quotidien vraiment bizarre. Ouais. Confirme largement les raisons d'être de leur refus, les raisons d'être de leur opposition non seulement dans leur métier, mais même largement au-delà, parce que c'est aussi un problème de démocratie pour lequel ils se sont battus, et c'est aussi pour cela que nous on est ici, c'est parce que collectivement, il faut qu'on arrive à surmonter ces grosses difficultés de cette crise Covid
pour s'enrichir, pour se développer politiquement. On est allé très bas, on est allé dans une société de la discrimination, de l'ostracisme, et ce n'est pas acceptable dans une société dite officiellement démocratique. Donc il faut collectivement qu'on reconstitue tout cela, et reconstituer tout cela, ça part par s'écouter, et ce livre est là aussi pour ça, pour que les gens qui n'imaginent pas du tout ce que peut être la situation d'un oublié arrivent à comprendre comment ces gens oubliés ont quand même encore une vie, mais aussi des combats à mener. Voilà. Bravo. Bravo. Pour le côté pratique et pour ceux que ça intéresserait, le livre est en vente à 8 € minimum. Donc ceux qui veulent donner 100 €, 200, 500, 1000, 5000 €, c'est bien. Puisque tout va aller finalement aux soignants suspendus. Voilà. En vous remerciant par avance. Nous sommes au pays des droits de l'homme. Nous sommes au pays de la liberté. Nous sommes au pays des lumières. Nous sommes les peuples de la terre. Nous sommes les gardiens de l'humanité. Nous sommes, oh oui, nous sommes les puissants. Nous sommes bien vivants. Nous sommes la conscience universelle. Nous sommes la résistance, nous sommes une évidence, nous sommes la délivrance, nous sommes vigilance, nous sommes la résilience, nous sommes le renouveau, nous sommes dressés contre le fléau, nous sommes tous unis contre le fléau, nous sommes les enfants de Bella Ciao, nous sommes debout sur les nuages, nous sommes sortis de nos cages, nous sommes tout sauf de la rage, nous sommes unis par le langage. Nous sommes la résistance, nous sommes la délivrance, nous sommes une évidence, nous sommes vigilance, nous sommes la résilience, nous sommes Merci beaucoup. Avant de commencer, je voulais signaler qu'il y a une voiture qui s'est mal garée sur le parking juste à côté, là. Ça serait sympa de respecter quand même. Ouais. Moi, j'aime bien jouer en période de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe. Parce qu'on n'a pas les gros beaufs. Ils sont au PMU en train de regarder les matchs. Bon, ben là, c'est pas de chance. Cette année, il n'y a rien. On va se les coltiner tout l'été. Tant pis. C'est pas grave, du coup, ils se garent comme des gros sacs. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking. Et alors, il est où le boulet? Oh putain, il pleut, ça y est. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking avec un petit chien dans le dos qui remue la queue quand on le chagrine. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking immatriculé 9030 WY 75. Ah, il est où le gros bouffe? Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking avec des néons sous le capot et des sièges en peau de zébrine. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking avec des ailerons mieux que les pros. Même Schumacher il hallucine. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking. Il y a une 405 Bordeaux
Bordeaux qui gêne sur le parking. Ben tu vois Goblet Rose, tu bouges pas ton truc tuning, elle va finir à la fourrière, tu vas encore chialer ta mère. Et voilà. Non, bah applaudis pas trop ça non plus, hein, si tu veux, parce que autrement je vais te faire des chansons à 2 accords. Est-ce que le son, ça va? Ouais. Bon bah tant mieux. Allez, et vu qu'on est en plein milieu du printemps, mais qu'il fait chaud, comme on était à La Réunion, ça c'est pas normal hein, quand même. Enfin, bon. Eh ben je vais vous faire une chanson d'amour. Vas-y, montre un peu plus d'enthousiasme, s'il te plaît. Bande de faux cul, c'est nul à chier les chansons d'amour en plus, je sais quoi. Non mais celle-là elle est bien. J'ai tout mis dedans. C'est une chanson que j'ai écrite pour un Lorrain. Tu veux connaître l'avantage de sortir avec un Lorrain? C'est que t'es pas obligé de retenir son prénom. C'est quand même bien, hein. Enfin, c'est pratique. Tu peux l'appeler Gros. Alors j'ai appelé ma chanson Requiem pour un gros con. Parfois je l'aime en mourir, parfois il me saoule à en vomir. Souvent je le pousserai sous un bus, je le découperai pour en avoir plus. C'est ce qu'on appelle un bon petit gars qui va bien, qui file tout droit. Et s'il va voir à côté, c'est pour prouver qu'il n'est pas pédé. Et j'ai de la chance, c'est un bosseur. D'accord, il est chômeur, mais j'en suis sûre que s'il bossait, bah, il serait vachement motivé. Il est sérieux, il boit même pas en tout cas, pas entre les repas. Bon, c'est vrai qu'il bouffe tout le temps, j'avoue qu'il est gourmand. Il m'encense, il m'enlace, il me dérange et il m'agace. Il m'emmène, il me fait rêver, il m'emmerde toute la journée. Il est honnête, il n'est pas menteur, ce qu'il veut le plus c'est mon bonheur. Et c'est juste pour me préserver que souvent il me cache la vérité. J'ai de la chance, il aime ma famille et il adore tous mes amis. Et s'il veut pas que je les vois, c'est juste parce que c'est mieux pour moi. Je crois que j'ai trouvé le mec parfait, celui que j'aime parce que je lui plais. Je ne le quitterai pour rien au monde, de toute façon j'ai pas le choix, je suis sa blonde. Il est tendre et attentif, et c'est bien pour ça que je le kiffe. Et quand il me colle une taugnée, c'est sûrement que je l'avais bien cherché. Il m'encense, il m'enlace, il me dérange, il m'agace. Il m'emmène, il me fait rêver, et il m'emmerde toute la journée. En fait, il a aucun défaut, à part un petit côté macho. Mais je vous jure, ça me dérange pas, tant qu'il me trouve belle et puis tais-toi. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est monté comme Rocco. Ouais, là tu fais ouh, ouais. Ouais, je t'entends bien faire ouh. Ouais, mais c'est pour la chanson, hein, parce que c'était la vérité. Tu fais pas ouh, tu te casses. Enfin, moi je me casse. Et d'ailleurs, il y a des gosses, je me dis, qui comprennent peut-être pas tout dans la chanson. C'est un petit peu dommage, non? C'est dommage parce que c'est de la chanson à texte et c'est dommage de ne pas comprendre le texte dans une chanson à texte. Alors les gosses, explication de texte. Rocco. Non, parce que les gamins, en plus, je me suis rendu compte qu'il fallait leur parler en images, comme ça ils comprennent vachement mieux. Alors Rocco, je t'explique les gosses. Ben finalement, je me suis dit que c'était un peu comme une saucisse de morteau, mais vivante. C'était juste pour vous rendre jalouse. J'aurais dû faire un style, je le sais. Hein. De toute façon, je préfère les petites qui bougent. Mais il y a quand même des jours où l'on s'aime, c'est pour toujours. On voit qu'à toutes les minutes, je ferais bien une petite tournée. Non, mais il y a quand même des jours où c'est monotone l'amour. S'il y a qu'à chaque minute qui passe, moi j'aimerais qui m'encense, qui m'enlace, qui me dérange et qui m'agace, qui m'emmène, qui me fasse rêver et qui m'emmerde toute la journée, qui m'attrape, qui m'embrasse, qui me décolle, qui me mette une race, qui me fasse rire, qui me fasse pleurer et qui me pourrisse ma liberté, qui m'admire comme une bombasse, qui me fracasse sans laisser trace, qui me fasse jouir, qui me fasse gerber et qui continue de me faire chier, et qui continue de me faire chier, et qui continue de me faire chier, et qui continue de me faire chier. Et dans les groupes lorrains, moi que j'adorais, il y avait un groupe qui s'appelait Les Amis de ta femme. Tu connais? Il y en a 3 qui connaissent. Putain, mais ouais, mais regarde, on se croirait
ras les pattes déjà, ils ont tous sorti les chaises. Ouais, forcément. Attends, parce qu'eux, ils se foutent de votre gueule, mais ils sont pas mieux. Mais eux, ils travaillent. Du coup, c'est des suspendus, mais qui travaillent. Ok. Aujourd'hui, en tout cas. Alors, bref, le groupe Laurent, il s'appelle Les Fils de Tepu. Non, il s'appelle Les Amis de ta femme. Et les Amis de ta femme, eux, c'est dommage, ils ont été connus à partir du moment où ils se sont séparés. Enfin, c'est con. C'est ce qui risque pas de m'arriver à moi, parce que je me séparerai jamais, en fait. C'est déjà une bonne chose. Et j'aimais bien parce que les Amis de ta femme, ils reprenaient une chanson des Fils de Tepu. Tu connais? Les Fils de Tepu, c'est les mêmes qui connaissent ça. De toute façon, il y a 3 jeunes ici, laisse tomber. Ouais. Eh bien, en attendant, moi, comme je suis une gueudin aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre une chanson des Fils de Tepu, reprise par les Amis de ta femme, reprise par Maggie Moll. Tu veux? Je suis un peu embrouillé dans mon discours. Hein. Je devrais faire de la politique. Okay. Ça fait... ok. Oh, ah Walpé, toute l'année, l'année là. Oh, ah Walpé, toute l'année. Allez tout le monde. Oh, ah Walpé, toute l'année, l'année là. Oh, ah Walpé, toute l'année. Et qui continue de me faire chier, et qui continue de me faire chier, et qui continue de me faire chier, et qui continue de me faire chier. Et tout le monde est vraiment très heureux d'avoir ce petit concert. Voilà, rempli de gens sympas. Quasiment tout le monde. Et le lendemain, quand je suis revenue les voir, le lendemain de mon concert, ils me disent: putain Maggie, tu sais pas qui c'est qui est venu ce matin? La voisine, en fait, elle est venue nous voir, elle était pas très contente parce qu'elle nous a dit: on m'a dit qu'il paraît qu'il y avait une chanteuse qui avait chanté hier soir et qui a fait une chanson pour moi. Ça me dérange quand même, là. Et là, j'ai trouvé que c'était absolument génial. Je me suis dit, c'est dommage que j'étais pas là à ce moment-là, parce que je lui aurais volontiers offert mon album en lui disant: écoute, tiens madame, c'est un cadeau. La chanson dont tu parles, je suppose que c'est la numéro 15. Je suis franchement désolée si tu te reconnais dedans. C'était pas mon intention de base. J'aimerais donc dédicacer cette chanson à toutes les connasses d'en face. Ça fait des mois, voire même des semaines, qu'on est tranquille dans notre impasse. Pas de bol pour nous, y a une vilaine qui a acheté l'appart juste en face de nos emmerdes. C'est que le début, au moindre milligramme de teuf, chaque fois qu'un moustique éternue, elle nous envoie des keufs. On organise un petit concert du punk rock, ça fait du bien pour faire valser les vieilles mégères et les sortir de leur train-train. Pas le temps de régler les fréquences, ni de chanter mort aux vaches. Elle s'est occupée des balances, nous a plus qu'à vos moustaches. Fallait pas fumer dehors, fallait pas inviter de copains. Fallait pas demander encore quand ça touchait à sa fin. Fallait juste pas vivre en face de la connasse. Fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. L'autre nuit à mon GG, c'est vrai qu'il s'est un peu lâché et ronflait comme un mec bourré. Pourtant l'avait bu que du petit lait, j'ai essayé de le secouer. Un coup d'oreille dans sa face, lui arracher les poils du nez, la réveiller la connasse. Je me lève la gueule enfarinée, je me fais couler un aspirine, le temps de me cogner le pied et je fais tomber ma tartine. Suis-je encore en train de rêver? Mais j'entends hurler la voisine, je fais trop de bruit avec mon pied, puis mon cache-tout, puis ma tartine. Alors là c'est la goutte d'eau qui pousse le mémé dans les orties. Si je jouais de la chevrotine, je ferais des trous dans la voisine. Dites-moi pourquoi elle vit en face la connasse, dites-moi pourquoi j'habite en face de la connasse d'en face. Un soir, si t'applaudis, c'est que t'as pas encore le CD. C'est une bonne nouvelle pour moi, j'ai peut-être en vendre 2 du coup. Un soir comme pas les autres soirs, j'ai décroché un lookie.
je lui ai décroché sa mâchoire. Pour qu'elle arrête d'appeler les flics et pour être sûre qu'elle compose pas le numéro sur son iPhone, je lui ai pété tous ses 10 doigts, j'ai fait bouffer son téléphone. Maintenant elle fait moins la maline, mais moi non plus je fais plus la belle. Puis ma cellule de dégrise mine, j'ai appris la mauvaise nouvelle, elle s'est enfuie, elle court encore, et peur qu'une autre la fracasse. Mais comme pour se venger de son sort, c'est une pétasse qui a pris sa place. Fallait juste pas vivre en face de la connasse, fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. Si on recroise la connasse, si on recroise la connasse, on la déménagera. Bon, puis là normalement c'est la fin de la chanson. Il y en a qui est content que ce soit la fin. Moi je me dis, c'est con parce que celle-là elle est bien. Tu vois bien, elle est entraînante et tout. Puis tout le monde a eu une connasse d'en face à un moment donné. Bon, faut pas trop que je dise parce qu'elle est ma voisine d'à côté quand j'habitais rue de la Rotonde, mais c'était pas elle la connasse d'en face. Je sais pas où elle est, mais... Non mais en plus, j'ai un pote un jour, il m'a donné un super conseil. Il m'a dit, Maggie, sérieusement, si tu veux que ton spectacle marche, s'il te plaît, ne fais pas que tes chansons. Ah. Alors il m'a dit il faut faire des reprises, que les gens ils connaissent, comme ça tout le monde chante, ils se sentent contents, vivants et tout machin. Et ça fait plaisir à tout le monde et tu vas voir, c'est sympa. Alors je me suis dit tiens, qui c'est que j'ai envie de reprendre, moi comme chanteur que j'aime bien. Et j'en ai trouvé un qui va bien, et en plus ça tombe bien parce que sa chanson c'était un ré mineur, et puis là moi je suis un ré mineur, alors du coup ça va bien, enfin, tu vois. C'était fait pour se rencontrer quoi. Ça fait... Mort aux vaches, mort aux cornets, vive les enfants criés là-bas ceux de la sûreté. Mort aux vaches, mort aux cornets, vive les enfants criés là-bas ceux de la sûreté. Pas de grâce, pas de pitié pour toutes ces bandes de lâches et ces bandes d'enculés. Mort aux vaches, mort aux cornets, vive les enfants criés là-bas ceux de la sûreté. Bon, puis là il m'a dit non mais ok Maggie c'est bien mais là tu vas voir tu vas faire ça, il n'y a personne qui va connaître en fait. Et il me dit non il faut choisir des chanteurs morts. Alors je dis mais il est mort. Il me dit non mais il en faut des plus morts encore, des trucs que tout le monde connaît quoi. Alors j'ai cherché dans les chanteurs plus morts qui c'est que j'aimerais reprendre. Puis il y en a un c'est vrai qui me plaisait beaucoup. Je l'ai énormément écouté, il a changé mon adolescence. Il était poète, révolutionnaire, anarchiste, rebelle, tout comme j'aime quoi. Ces chansons ça commençait souvent par... C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les grâces qui me disaient sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès qu'elle en soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne.